31e partie de Nom de pays, le pays, tome 2e de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome 2e. Nom de pays, le pays. 31e partie. Je rentrai parce que je devais aller dîner à Rivebelle avec Robert et que ma grand'mère exigeait qu'avant de partir, je m'étendisse ces soirs-là pendant 1 heure sur mon lit. Sieste que le médecin de Balbec m'ordonna bientôt d'étendre à tous les autres soirs. D'ailleurs, il n'y avait même pas besoin pour rentrer de quitter la digue et de pénétrer dans l'hôtel par le hall, c'est-à-dire par derrière. En vertu d'une avance comparable à celle du samedi où à Combray on déjeunait 1 heure plus tôt, maintenant avec le plein de l'été, les jours étaient devenus si longs que le soleil était encore haut dans le ciel, comme à 1 heure de goûter, quand on mettait le couvert pour le dîner au grand hôtel de Balbec. Aussi les grandes fenêtres vitrées et à coulisses restaient-elles ouvertes de plain-pied avec la digue. Je n'avais qu'à enjamber un mince cadre de bois pour me trouver dans la salle à manger que je quittais aussitôt pour prendre l'ascenseur. En passant devant le bureau, j'adressai un sourire au directeur et sans l'ombre de dégoût en recueillis un dans sa figure que, depuis que j'étais à Balbec, mon attention compréhensive injectait et transformait peu à peu comme une préparation d'histoire naturelle. Ces traits m'étaient devenus courants, chargés d'un sens médiocre, mais intelligible, comme une écriture qu'on lit et ne ressemblaient plus en rien à ces caractères bizarres, intolérables, que son visage m'avait présentés ce premier jour où j'avais vu devant moi un personnage maintenant oublié, ou si je parvenais à l'évoquer méconnaissable, difficile à identifier avec la personnalité insignifiante et polie dont il n'était que la caricature, hideuse et sommaire. Sans la timidité ni la tristesse du soir de mon arrivée, je sonnai le lift, qui ne restait plus silencieux pendant que je m'élevais à côté de lui dans l'ascenseur, comme dans une cage thoracique mobile qui se fût déplacée le long de la colonne montante, mais me répétait « Il y a plus autant de monde comme il y a un mois. On va commencer à s'en aller, les jours baissent. » Il disait cela non que ce fût vrai, mais parce qu'ayant un engagement pour une partie plus chaude de la côte, il aurait voulu que nous partissions tous le plus tôt possible afin que l'hôtel fermât et qu'il eût quelques jours à lui avant de rentrer dans sa nouvelle place. Rentrer et nouvelle n'étaient du reste pas des expressions contradictoires car, pour le lift, rentrer était la forme usuelle du verbe entrer. La seule chose qui m'étonna était qu'il condescendît à dire place, car il appartenait à ce prolétariat moderne qui désire effacer dans le langage la trace du régime de la domesticité. Du reste, au bout d'un instant, il m'apprit que dans la situation où il allait rentrer, il aurait une plus jolie tunique et un meilleur traitement. Les mots livrée et gage lui paraissaient désuets et inconvenants. Et comme, par une contradiction absurde, le vocabulaire a, malgré tout, chez les patrons, survécu à la conception de l'inégalité, je comprenais toujours mal ce que me disait le lift. Ainsi la seule chose qui m'intéressât était de savoir si ma grand'mère était à l'hôtel. Or, prévenant mes questions, le lift me disait « Cette dame vient de sortir de chez vous ». J'y étais toujours pris, je croyais que c'était ma grand'mère. Non, cette dame qui est, je crois, employée chez vous. Comme dans l'ancien langage bourgeois, qui devrait bien être aboli, une cuisinière ne s'appelle pas une employée. Je pensai un instant, mais il se trompe, nous ne possédons ni usine ni employés. Tout d'un coup je me rappelai que le nom d'employé est comme le port de la moustache pour les garçons de café, une satisfaction d'amour-propre donnée aux domestiques, et que cette dame qui venait de sortir était Françoise, probablement en visite à la caféterie ou en train de regarder coudre la femme de chambre de la dame belge. Satisfaction qui ne suffisait pas encore au lift, car il disait volontiers, en s'apitoyant sur sa propre classe, chez l'ouvrier ou chez le petit, se servant du même singulier que Racine quand il dit le pauvre. Mais d'habitude, car mon zèle et ma timidité du premier jour étaient loin, je ne parlais plus au lift. C'était lui maintenant qui restait sans recevoir de réponse,
dans la courte traversée dont il filait les nœuds à travers l'hôtel, évidé comme un jouet et qui déployait autour de nous, étage par étage, ses ramifications de couloirs, dans les profondeurs desquelles la lumière se veloutait, se dégradait, amincissait les portes de communication ou les degrés des escaliers intérieurs qu'elle convertissait en cette ambre dorée, inconsistante et mystérieuse comme un crépuscule, où Rembrandt découpe tantôt l'appui d'une fenêtre ou la manivelle d'un puits, et à chaque étage, une lueur d'or reflétée sur le tapis annonçait le coucher de soleil et la fenêtre des cabinets. Je me demandais si les jeunes filles que je venais de voir habitaient Balbec et qui elles pouvaient être. Quand le désir est ainsi orienté vers une petite tribu humaine qu'il sélectionne, tout ce qui peut se rattacher à elle devient motif d'émotion, puis de rêverie. J'avais entendu une dame dire sur la digue « C'est une amie de la petite Simonet », avec l'air de précision avantageuse de quelqu'un qui explique « C'est le camarade inséparable du petit La Rochefoucauld ». Et aussitôt on avait senti sur la figure de la personne à qui on apprenait cela une curiosité de mieux regarder la personne favorisée qui était amie de la petite Simonet. Un privilège assurément qui ne paraissait pas donné à tout le monde. Car l'aristocratie est une chose relative, et il y a des petits trous, pas chers, où le fils d'un marchand de meubles est prince des élégances et règne sur une cour comme un jeune prince de Galles. J'ai souvent cherché depuis à me rappeler comment avait résonné pour moi sur la plage ce nom de Simonet, encore incertain alors dans sa forme que j'avais mal distinguée, et aussi quant à sa signification, à la désignation par lui de telle personne ou peut-être de telle autre. En somme, empreint de ce vague et de cette nouveauté si émouvant pour nous dans la suite, quand ce nom, dont les lettres sont à chaque seconde plus profondément gravées en nous par notre attention incessante, est devenu, ce qui ne devait arriver pour moi à l'égard de la petite Simonet que quelques années plus tard, le premier vocable que nous retrouvions, soit au moment du réveil, soit après un évanouissement, même avant la notion de l'heure qu'il est, du lieu où nous sommes, presque avant le mot « je », comme si l'être qu'il nomme était plus nous que nous-mêmes, et si, après quelques moments d'inconscience, la trêve qui expire avant tout autre était celle pendant laquelle on ne pensait pas à lui. Je ne sais pourquoi je me dis, dès le premier jour, que le nom de Simonet devait être celui d'une des jeunes filles. Je ne cessais plus de me demander comment je pourrais connaître la famille Simonet. Et cela par des gens qu'elle jugea supérieurs à elle-même, ce qui ne devait pas être difficile si ce n'étaient que de petites grues du peuple pour qu'elle ne pût avoir une idée dédaigneuse de moi. Car on ne peut avoir de connaissances parfaites, on ne peut pratiquer l'absorption complète de qui vous dédaigne tant qu'on n'a pas vaincu ce dédain. Or, chaque fois que l'image de femme si différente pénètre en nous, à moins que l'oubli ou la concurrence d'autres images ne l'élimine, nous n'avons de repos que nous n'ayons converti ces étrangères en quelque chose qui soit pareil à nous, notre âme étant à cet égard douée du même genre de réaction et d'activité que notre organisme physique, lequel ne peut tolérer l'immixtion dans son sein d'un corps étranger sans qu'il s'exerce aussitôt à digérer et assimiler l'intrus. La petite Simonet devait être la plus jolie de toutes, celle d'ailleurs qui, me semblait-il, aurait pu devenir ma maîtresse, car elle était la seule qui à 2 ou 3 reprises, détournant à demi la tête, avait paru prendre conscience de mon fixe regard. Je demandai au lift s'il ne connaissait pas à Balbec des Simonet. N'aimant pas à dire qu'il ignorait quelque chose, il répondit qu'il lui semblait avoir entendu causer de ce nom-là. Arrivé au dernier étage, je le priai de me faire apporter les dernières listes d'étrangers. Je sortis de l'ascenseur, mais au lieu d'aller vers ma chambre, je m'engageai plus avant dans le couloir, car à cette heure-là, le valet de chambre de l'étage, quoiqu'il craignît les courants d'air, avait ouvert la fenêtre du bout, laquelle regardait, au lieu de la mer, le côté de la colline et de la vallée, mais ne les laissait jamais voir, car ses vitres d'un verre opaque étaient le plus souvent fermées. Je m'arrêtai devant elle, en une courte station, et le temps de faire mes dévotions à la vue,
que pour une fois elle découvrait au-delà de la colline à laquelle était adossé l'hôtel et qui ne contenait qu'une maison posée à quelque distance, mais à laquelle la perspective et la lumière du soir, en lui conservant son volume, donnaient une ciselure précieuse et un écrin de velours comme à une de ces architectures en miniature, petits temples ou petites chapelles d'orfèvrerie et d'émaux, qui servent de reliquaires et qu'on n'expose qu'à de rares jours à la vénération des fidèles. Mais cet instant d'adoration avait déjà trop duré, car le valet de chambre qui tenait d'une main un trousseau de clefs et de l'autre me saluait en touchant sa calotte de sacristain, mais sans la soulever, à cause de l'air pur et frais du soir, venait refermer comme ceux d'une chasse les deux battants de la croisée et dérobait à mon adoration le monument réduit et la relique d'or. J'entrai dans ma chambre. Au fur et à mesure que la saison s'avança, changea le tableau que j'y trouvais dans la fenêtre. D'abord il faisait grand jour, et sombre seulement s'il faisait mauvais temps. Alors, dans le vert glauque, et qu'elle boursouflait de ses vagues rondes, la mer, sertie entre les montants de fer de ma croisée comme dans les plombs d'un vitrail, effilochée sur toute la profonde bordure rocheuse de la baie des Triangles, empennée, d'une immobile écume linéamentée avec la délicatesse d'une plume ou d'un duvet dessiné par Pisanello et fixé par cet émail blanc inaltérable et crémeux qui figure une couche de neige dans les verreries de Galets. Fin de la 31e partie de Nom de pays, le pays, enregistré par Bernard.